Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'homosexualité au Japon. D'abord telle qu'elle était perçue dans l'ancien Japon, tolérée notamment parmi le clergé bouddhiste et même chez les samouraïs, puis ensuite son évolution jusqu'à notre période moderne. Mais avant d'en dire plus, intro. Les premiers documents témoignant de l'existence de l'homosexualité au Japon remonteraient au 8e siècle. En effet, lorsqu'on se penche de plus près sur le Kojiki, il semblerait que Amaterasu, la déesse solaire, ait pu être finalement lesbienne ou du moins bisexuelle. Effectivement, ce sont des femmes, et notamment Ameno Uzume, la divinité de la bonne humeur, qui danseront pour l'attirer hors de sa grotte lorsqu'elle ira se cacher à cause de son frère Susanoo, le dieu impétueux des tempêtes. A noter que les kami, ce qu'on appelle divinités en Occident, ne sont pas en réalité de réelles personnes selon le Shinto, et c'est pour cela que certains kami peuvent tout aussi bien être représentés en femmes qu'en hommes. Ne serait-ce pas là déjà une certaine acceptation, quand bien même latente, de la transidentité et de la liberté des genres? Mais je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Lorsqu'on regarde d'un peu plus près le culte de Inari et des renards, on peut s'apercevoir que la ruse de cet animal divinisé était d'attirer les hommes pour coucher avec. Cependant, rien n'est dit, ou plutôt, ce qui est suggéré, c'est qu'autant les renards féminins que masculins pouvaient y coucher avec les hommes. Ce qui en soi pourrait être aussi là une certaine acceptation de l'homosexualité dans le Shinto. Dans un passage du Nihon Shoki, est racontée l'histoire de l'impératrice Jingu ayant vécu au IIIe siècle qui serait allée visiter la province de Kii, région dans laquelle ne perçait apparemment jamais le jour. Curieuse de ce prodige, elle en aurait demandé une explication. Ainsi, on lui rapporta l'histoire suivante. Les moines Shino no Hafuri et Amano Hafuri étaient autrefois de bons amis. Quand le premier mourut de maladie, Amano Hafuri pleura beaucoup. Nous étions de son vivant, l'un et l'autre amis très intimes. Pourquoi ne serait-il pas possible d'avoir la même tombe ? Dit-il avant de se tuer tout contre le corps mort de son ami intime. Après cela, il est conté qu'ils auraient été enterrés dans la même tombe. L'impératrice, après avoir entendu cette histoire, fit ouvrir la tombe en question pour s'assurer de la véracité de cette légende, qui s'avéra être vraie. Alors, elle fit replacer les deux morts chacun dans un nouveau cercueil et les fit enterrer séparément à des endroits différents. Immédiatement, le soleil se mit à briller et le jour et la nuit se divisèrent de nouveau l'un de l'autre. Ainsi, les moines bouddhistes, dès le IIIe siècle, semblaient s'entourer de moignons ou d'acolytes parfois très jeunes nommés Chigo. Ces moines devaient alors apporter à leurs jeunes et très jeunes disciples une éducation religieuse qui parfois devait consister à satisfaire les moindres envies de leurs précepteurs. Surtout que les moines à cette époque devaient rester à l'écart de la société dans les temples, souvent construits dans des montagnes, et ne devaient pas coucher avec des femmes. Bref, c'est donc par le fait de cette isolation monastique entre hommes que naquit probablement le Nanshoku, qui allait par la suite donner naissance au Shudo chez les guerriers. Mais ne brûlons pas les étapes. Depuis ses premiers écrits, nombreux sont les témoignages accréditant la thèse d'une existence relativement décomplexée de comportements homosexuels chez les puissants. Le Genji Monogatari, ouvrage majeur de la littérature nippone, daté du XIe siècle, dresse un portrait exhaustif de la vie de la cour impériale durant l'ère Heian, de 794 à 1185. D'ailleurs, il y serait déjà fait référence au Nanshoku, littéralement la couleur de l'homme, à savoir l'attrait des courtisans pour des hommes cultivant l'ambiguïté sexuelle dans un climat de relative tolérance. Ce qui pourrait faire ici référence à la bisexualité en somme. Les périodes suivantes du Moyen-Âge japonais verront alors les rapports homosexuels se codifier et occuper une place de plus en plus marquée dans l'histoire à travers la figure chevaleresque du guerrier. La complexité relationnelle dans ce corps militaire prestigieux et codifié incluait alors un rapport de domination et de soumission entre un maître, le ninja, et son élève, le wakashu, qui devait lui promettre une fidélité et une dévotion sans faille durant ses années d'apprentissage. Il est évident qu'ici, le maître se devait d'être plus âgé et l'élève un jeune homme dans la fleur de l'âge. De plus, durant cette période Heian, on pouvait aussi découvrir les shirabyoshi, qui étaient des danseuses habillées en hommes, devant des hommes nobles et qui parfois pouvaient même coucher avec ces nobles, donnant ainsi naissance à des enfants plus ou moins nobles.
Entre la période Sengoku et Azuchi Momoyama de 1394 à 1596, bien après l'apparition des shirabyoshi, on verra apparaître au XVIe siècle les geishas. Alors vous allez me demander pourquoi je parle encore de femmes. Eh bien parce que les geishas étaient en réalité des hommes habillés en femmes qui devaient danser devant la cour impériale de l'époque. En effet, à cette période, les geishas étaient comme les bouffons de la cour. Ce n'est que vers la fin de l'époque Edo, vers 1700, que viendra la première femme geisha. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans tous les cas, il pouvait aussi y avoir des amours tant hétérosexuels qu'homosexuels entre ces bouffons et les gens de la cour, qu'ils soient hommes ou femmes. Plus tardivement, les pratiques homosexuelles seront très répandues et tolérées parmi les moines, notamment bouddhistes. Cependant, le jésuite Gaspard Villela, en mission régulière au Japon entre 1554 et 1571, se plaindra de retour après son dernier voyage de la pratique répandue de la sodomie chez les moines bouddhistes du mont Hihei, après avoir décerné l'introduction du Nanshoku au fondateur de l'école Shingon, appelé Kuukai, qu'il aurait introduit au Japon après son retour de Chine. Plus tard, en 1596, le jésuite Francis Cabral, légat de la Compagnie de Jésus, écrira même dans une lettre « Des hommes de haut rang confient leurs fils aux bons afin que ceux-ci apprennent cette infamie, et qu'ils servent leur appétit lubrique. Pourtant, ces abominations de chair semblent néanmoins honorables au Japon. » À partir de la période Edo de 1600 à 1868, pour ce qui est des samouraïs, la tradition du Shudo est un bon exemple de l'indulgence vis-à-vis de l'homosexualité ou du moins de la bisexualité à cette époque au Japon. Il s'agirait alors de l'abréviation du terme Wakashudo qui signifie la voix des jeunes hommes. Les principes étaient très simples, les amants se juraient un amour éternel ou en tout cas à vie, aucun interdit social, la droiture et la noblesse de leur cœur, le respect de chacune de leurs passions, dût-elle ne pas correspondre aux vœux, et enfin la pratique de la poésie. De plus, si l'un mourait sur le champ de bataille, l'autre devait, comme la femme d'un guerrier, se faire le seppuku en son honneur. Le fait de lier un jeune homme à un homme plus mature à cette période semblait avoir un intérêt tout autre que d'éviter le féminisme ou que le jeune homme devienne efféminé. En effet, la pratique semblait être plus un rite d'initiation et devait transmettre aux jeunes les vertus martiales, probablement pour lui faire découvrir le point de vue de la femme lors de l'acte sexuel et alors lui permettre de devenir courageux, sage et respectueux tant envers les lois qu'envers les femmes. Le Shudo aurait donc été une tradition homosexuelle japonaise de type pédérastique pratiquée par les samouraïs, de même que chez les Grecs, de l'époque médiévale jusqu'à la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, Miyamoto Musashi, le célèbre samouraï, a probablement lui aussi eu des relations de type Nanshoku avec des jeunes guerriers. On pourra même retrouver dans le Hagakure, la voix du samouraï, des exemples concrets de la pratique du Shudo. Ceci dit, il pouvait y avoir aussi beaucoup de querelles d'amoureux, ou alors de harcèlement entre un élève qui pouvait finalement tomber amoureux de son maître, ou inversement. Mais comme ces travers étaient interdits, alors des mesures strictes pouvaient être prises, comme l'assassinat du harceleur ou du coupable. D'après Gary Lopp, dans la construction de l'homosexualité dans le Japon des Tokugawa, durant la période des Tokugawa de 1603 à 1868, les hommes de même statut ont naturellement considéré les désirs homosexuels comme normaux et le sexe entre hommes comme une activité acceptable et même séduisante. Ihara Saikaku, poète et auteur ayant vécu de 1642 à 1693, publiera en 1687 Le Grand Miroir de l'amour mâle, ou Nanshoku o Kagami, qui, comme son nom l'indique, fera parvenir jusqu'à nous des histoires sur cette liberté sexuelle, et donc homosexuelle, qui pouvait être vécue parfaitement en cette période. Ainsi, durant la période Edo, susnommée par période des Tokugawa, certains acteurs kabuki devaient tenir le rôle de onnagata, en s'habillant en femme, et qui plus est, en devant très souvent jouer le rôle des courtisanes et autres prostituées. Certains hommes iront même jusqu'à devenir des kagema, des prostituées masculines qui s'adonnaient au nanshoku dans les maisons closes, nommées kagema jaya, maison de thé des kagema. Finalement, durant l'empire des Tokugawa, l'androgynie aurait été très appréciée, car ainsi, pensait-il, pouvoir vivre comme il l'entendait. Et de cette androgynie aurait pu aussi être accepté le fait d'être bisexuel. En effet, plus qu'être exclusivement homosexuel, il était surtout toléré d'être bisexuel durant cette période vis-à-vis des samouraïs. Le professeur Gérard Ciari dira à ce sujet « Ni l'hétérosexualité ni l'homosexualité n'existaient dans les esprits japonais du XVIIe siècle.
Cependant, ces acteurs faisaient en coulisses payer le prix fort aux samouraïs qui, en ces temps de paix, n'avaient plus grand chose à faire de leur vie à part de s'éprendre amoureusement des comédiens. Les shoguns de l'époque, voyant les débâcles et tueries que cela produisait, essayèrent, bien qu'en vain, de calmer le jeu avec des interdictions, sans réelle réaction des guerriers comme des comédiens, qui continuèrent jusqu'à l'arrivée de l'ère Meiji. Dès le début de la restauration Meiji en 1868 et avec l'influence croissante de l'Occident, notamment au niveau religieux, l'homosexualité commencera à être sanctionnée et diminuera rapidement à la fin du 19e siècle, la pratique de la sodomie étant même interdite en 1873. L'homosexualité commencera alors par être vue non plus d'un point de vue érotique, mais d'un point de vue plutôt clinique, ce qui introduisit le terme dōsei-ai et mit au rebut le terme de nonshoku, les deux désignant l'homosexualité. En 1909, l'auteur Mori Ogai publiera Vita Sexualis, qui dépeindra les dortoirs des universités durant l'ère Meiji et aux amours homosexuels qui pouvaient y avoir lieu. Et d'ailleurs, quand bien même il y eut une baisse de la liberté d'expression des pratiquants du Shudo, il y en avait encore à cette période, surtout chez les militaires qui pouvaient le pratiquer secrètement par tradition guerrière. Cependant, à la période Taisho, de 1912 à 1926, naquit le préjugé qui voulait que les relations entre hommes du même sexe constituaient une forme de perversion, ce qui restera encore jusqu'à aujourd'hui dans la conscience japonaise. D'ailleurs, dans les années 1970, on pourra voir la naissance de magazines destinés aux homosexuels comme la revue Barazoku, la tribu des roses, classée dans la catégorie des Boys Love. Durant la même décennie seront aussi créés les mangas de type Shonen Ai, narrant des histoires romantiques gays entre un jeune garçon et un homme plus âgé, reprenant les codes du nonshoku en somme, et de type yaoi, narrant des histoires sexuelles gays, termes qui apparaîtront pour la première fois donc en 1979. D'ailleurs, saviez-vous que le mot yaoi proviendrait des premières syllabes de la phrase « pas de sommet, pas de chute, pas de sens » en japonais Yamanashi, Ochinashi, Iminashi. Jusqu'en 1991, 2 ans après l'avènement de la période Heisei débutée en 1989, le Kōjien, l'équivalent du Robert pour la langue japonaise, a défini l'homosexualité comme une pulsion sexuelle anormale. Et il aura fallu attendre l'année 1995 pour que la très prestigieuse Académie japonaise de psychiatrie et de neurologie déclare que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale en s'alignant sur les critères d'évaluation qui avaient cours dans le monde entier. De ce fait, et depuis la période Meiji et l'arrivée des Occidentaux, il semblerait que l'image des LGBT se soit vue ternie à cause de la religion dans un premier temps, puis par le mélange des sociétés en second. Ainsi, l'homosexualité était aussi une anormalité au Japon, surtout qu'en Occident, durant la même période, on faisait rentrer l'homosexualité comme maladie en 1973, et qui restera jusqu'en 1992, soit pendant 19 ans s'il vous plaît. Au Japon, c'est l'affaire de l'auberge de jeunesse de Fuchu en 1990 qui marquera un tournant, comme aux USA avec l'émeute de Stonewall. Elle n'est pas très connue, mais elle constitue un certain point de départ essentiel de la réflexion sur les minorités sexuelles au Japon. Tout a commencé avec l'association d'homosexuels nommée le groupe des lesbiennes et gays en mouvement Okure, qui logeait dans une auberge de jeunesse publique de la métropole de Tokyo. D'abord en se cachant, ils commencèrent par la suite à vouloir se revendiquer en le disant la tête haute et en se présentant comme une association qui réfléchit aux droits humains des homosexuels. À la suite de cela, les membres se seraient même fait harceler et insulter par les résidents extérieurs de l'auberge. Ceux qui voulaient dissiper les malentendus, eux, en créèrent plus d'un, conduisant même les autorités à vouloir les dissoudre, car l'auberge n'étant pas mixte, cela aurait pu nuire selon les autorités à l'éducation des jeunes. La définition de l'homosexualité formulée par l'Okure, qui était « s'il n'y a pas de possibilité concrète d'avoir des rapports sexuels libres, on ne peut refuser l'utilisation de l'auberge de jeunesse », reformulée au neutre ainsi, une des orientations sexuelles des êtres humains dans laquelle la conscience sexuelle est orientée vers le même sexe, a retenu l'attention, ainsi que, sur la base de ce point de vue, il y aurait même eu discrimination et même répression. La Cour d'appel de Tokyo a cependant confirmé en 1997 la décision du tribunal. Non contente de donner entièrement raison aux plaignants, elle affirmait dans son jugement « Les autorités exécutives doivent être particulièrement attentives à une minorité, en l'occurrence aux homosexuels, et doivent réfléchir aux droits et aux intérêts de ceux-ci.
Le manque d'intérêt ou de connaissance pour ce genre de sujet était et demeure inacceptable de la part d'agents de la puissance publique. Ce jugement constitue donc une critique sévère de la société japonaise de cette période. Mais alors, pourquoi de nombreuses personnes n'ont-elles pas eu l'opportunité d'apprendre cela, alors même que cette décision judiciaire, qui remonte à 1997, je le rappelle, proclame que se justifier par l'ignorance est inacceptable? Toujours durant la période Heisei de 1989 à 2018, les transsexuels au Japon auront aussi leur voix depuis cette affaire. La Société japonaise de psychologie et de neurologie formulera d'ailleurs des directives pour le diagnostic de ce syndrome. En 2003, la loi sur la dysphorie sexuelle sera adoptée, permettant ainsi aux personnes remplissant diverses conditions comme être majeur, ne pas être marié, avoir été reconnu par un psychiatre comme souffrant de dysphorie sexuelle, de changer de sexe pour l'état civil. Mais si la dysphorie sexuelle, elle, est perçue comme un syndrome médical qu'il faut traiter, et socialement acceptée en tant que fantasme de libération des mœurs avec la possibilité de pouvoir tout dire sans prendre en compte la vie des autres, l'homosexualité, elle, est perçue comme un choix entièrement personnel et individuel, et aujourd'hui libre de droit, bien qu'il faille cependant ne pas le montrer encore en public. Et même si tout n'est pas encore posé au travers de la loi et de la tolérance envers certaines minorités, comparé à l'Occident qui a mis beaucoup de temps à y consacrer réflexion, au Japon, ces réflexions sont déjà en cours d'aboutir à une tolérance plus grande. On a donc espoir que dans quelques années, ce ne soit que l'affaire de banalité de dire qu'on aime quelqu'un de même sexe, enfin du moins espérons-le. Mais ce n'est pas tout. En avril 2003, Aya Kamikawa, un transsexuel tokyoïte, était élu à l'assemblée de l'arrondissement de Setagaya, au sud-ouest de Tokyo. 2 ans plus tard, en 2005, Kanako Otsuji, conseillère à l'assemblée municipale d'Osaka, publiera un ouvrage où elle fait ouvertement étalage de ses préférences sexuelles. Ces 2 cas, devenus rapidement des symboles du combat en faveur des LGBT, ne seront que de faible envergure au niveau national, puisqu'ils ne sont qu'élus locaux, Kanako Otsuji ayant même depuis quitté son siège. Il faudra alors attendre mars 2009 pour que l'espoir d'une acceptation plus large de l'homosexualité arrive. En effet, le gouvernement autorisera de fait le mariage d'un japonais avec un étranger, dans les pays où les unions homosexuelles sont légales, en acceptant de leur fournir un document administratif indispensable pour se marier, chose que les autorités japonaises refusaient jusque-là. Plus tard, et d'après la chaîne TBS, et plus précisément de son émission du 1er mai 2013, près d'un quart des jeunes homosexuels n'étaient pas scolarisés en raison des intimidations, brimades et autres humiliations dont ils étaient victimes de la part des autres élèves. Depuis 2018, le Japon est-il donc un pays tolérant envers les homosexuels? Tout dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le débat politique japonais se caractérisant par une certaine absence quasi totale de la question de l'intégration des homosexuels dans la société. Dans l'archipel, point de débat sur le mariage gay, sur l'homoparentalité ou sur l'homophobie. L'homosexualité y est alors considérée comme un choix, une fantaisie qui se doit de se vivre librement mais discrètement et qu'il n'est pas vraiment question d'intégrer dans les affaires publiques. Cependant, l'arrêté pris par l'arrondissement de Shibuya à Tokyo en avril 2015, qui reconnaît les unions entre homosexuels, est le premier au Japon. Suivront ensuite Setagaya et Takarazuka, donnant ainsi la possibilité à 2 personnes de même sexe une union civile nommée Partnership Shōmeisho, littéralement justificatif d'association, qui leur permettra de vivre sous un même toit et de pouvoir être la personne à appeler en cas de problème de santé de l'un ou de l'autre à l'hôpital. Bien qu'en sortant de l'un de ces arrondissements, les lois ne soient encore pas les mêmes et non applicables, hélas. Mais quand bien même peu de lois donnent des accords aux LGBT, il existe à Tokyo 3 quartiers où ils font valoir leur présence. D'ailleurs, un de ceux-là est connu internationalement. Le plus connu se situe à Shinjuku Nichiyome, et viendra ensuite celui de Ueno, puis celui de Asakusa. Au pays du soleil levant, c'est la cohérence avec le passage de l'article 24 de la Constitution, le mariage est fondé uniquement sur le consentement mutuel des 2 sexes, qui peut poser problème. Mais les juristes favorables au mariage entre personnes de même sexe soulignent que cet article a été établi pour garantir que le mariage soit décidé par les 2 époux, et non par les chefs de famille. De plus, cela n'empêche pas d'interpréter ces 2 sexes comme 2 sexes masculins ou 2 sexes féminins. Aussi, il existe plusieurs temples shinto et bouddhistes qui, comme le Shunkoin par exemple, marient des couples homosexuels.
Ainsi, si l'on considère que la liberté de pensée et de conscience comme un droit humain du 19e siècle, et le droit à la vie caractérisé par l'article 25 de la Constitution japonaise, toute personne a droit au maintien d'un niveau minimum de vie matérielle et culturelle, comme un droit humain du 20e siècle, on peut alors affirmer que l'orientation sexuelle devrait être appelée droit humain du 21e siècle, et reconnue comme tel. Mais qu'en est-il depuis 2020 ? Il semblerait que ces questions de liberté et de droit au Japon aient commencé à avoir une réponse à paraître. En effet, un article de France 24 commence ainsi. Un tribunal japonais a jugé, mercredi 17 mars 2021, qu'il était anticonstitutionnel de ne pas reconnaître le mariage entre personnes du même sexe. Une première au Japon où les militants pour l'égalité des droits espèrent faire évoluer la loi, dans le seul pays membre du G7 ne reconnaissant pas encore pleinement les unions homosexuelles. L'auteur de l'article ajoutera d'ailleurs que c'est le tribunal au nord de Sapporo qui mettra en exergue que le fait de ne pas reconnaître le mariage gay serait contraire à l'article 14 de la Constitution japonaise qui stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi, selon une copie de la décision de ce tribunal consultée par l'agence France Presse, soit l'AFP. Ceci dit, l'État estimerait que les unions de même sexe ne seraient pas prévues par la Constitution, bien que celle-ci ne fait que stipuler à propos du mariage que la nécessité d'un consentement mutuel n'est qu'entre deux sexes, ce qui laisse la place à beaucoup d'interprétations possibles. Après avoir fièrement fait flotter le drapeau arc-en-ciel aux côtés des autres drapeaux devant le tribunal, on retrouve aussi dans l'article de France 24 un appel politique pour remédier à cette injustice de Kanako Otsuji, l'une des rares personnalités politiques japonaises ouvertement LGBT, qui l'aurait ainsi publié sur Twitter, l'article étant en description évidemment. Ainsi, d'un Japon tolérant à un Japon récalcitrant, on pourrait voir la balance rebasculer de nouveau vers la tolérance. Et bien que certains soient encore réfractaires, selon un sondage publié en novembre 2020 par le quotidien conservateur le Yomiuri, 61% des Japonais seraient désormais favorables au mariage gay, ce qui laisse présager un bel avenir au droit LGBT au Japon. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire, à liker, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!